Bonjour, chers étudiants de la filière SVI, semestre 6, physiologie du stress et amélioration de plantes. On va voir dans cet enregistrement ce troisième chapitre qui est la transpiration et le fonctionnement stomatique. Donc on va voir quelques rappels physiques sur l'évaporation, le potentiel hydrique de l'atmosphère et le stress hydrique de l'air, ce qu'on appelle le VPD. Les facteurs de l'environnement influençant la transpiration, on finira par le fonctionnement stomatique. Donc, comme vous le voyez sur cette figure, c'est un stomate constitué par deux cellules de garde et séparé par l'ostiole. L'ostiole permet l'entrée de CO2 pour la photosynthèse, mais aussi l'échappement de la vapeur d'eau pour la transpiration de la plante. Et donc, les cellules, ce qu'on appelle les cellules subsidiaires épidermiques, ce sont les cellules qui entourent le stomate et qui auront un impact important dans les échanges entre les cellules stomatiques ou les cellules de garde et les cellules épidermiques. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc le rôle de l'appareil stomatique et on va faire quelques rappels sur l'évapotranspiration. Donc ces rappels physiques sur l'évaporation, puisque l'évaporation caractérise donc le changement de l'état qui fait passer donc la substance de l'état liquide à l'état vapeur ou l'état gazeux. On appelle évapotranspiration le passage de l'eau de l'état liquide à l'état de vapeur. À partir du sol, c'est de l'évaporation, donc à partir du sol, l'eau va s'évaporer sous l'effet de la chaleur, la radiation, euh, donc la chaleur issue des rayonnements solaires, et puis de la plante, c'est ce qu'on appelle la transpiration. Et c'est l'échappement via les stomates vers le milieu aérien. Alors la question qu'on se pose en premier, comment peut-on définir la pression de vapeur saturante, c'est-à-dire euh, la saturation de l'air en vapeur d'eau. Avec donc cette expérience, vous avez une enceinte fermée, on a presque le un tiers de l'enceinte est rempli d'eau et le reste c'est de l'air. Et donc l'eau va s'échapper ou va s'évaporer de la surface de l'eau vers l'air qui est à l'intérieur de cette enceinte. À un certain moment, on arrive à la saturation et donc plus d'eau ne peut, ou les molécules d'eau ne peuvent plus s'échapper ou s'évaporer de l'eau liquide parce qu'on est arrivé à la saturation. D'accord? Donc, dans un récipient fermé contenant une certaine quantité d'eau et surmonté d'un mélange d'air et de vapeur d'eau, un certain nombre de molécules d'eau, donc les plus énergétiques, vont passer dans l'atmosphère de l'enceinte jusqu'à ce qu'il y ait un équilibre, c'est-à-dire qu'on est dans la saturation. C'est-à-dire que l'air contient le maximum d'eau qu'il puisse contenir. Donc, on est au maximum. À ce moment-là, l'enceinte est saturée en vapeur d'eau. Cette vapeur exerce une certaine pression qu'on appelle la pression de vapeur saturante. Donc, l'eau contenue dans l'air possède une pression qui va s'exercer dans l'air et qui s'appelle la pression de vapeur saturante. Donc, vous voyez, c'est la vapeur d'eau va augmenter au fur et à mesure que la température augmente. On arrive à la saturation, par exemple, à 40 degrés, mais la totalité de l'eau va s'évaporer dans l'air et donc on est au maximum au fur et à mesure. Donc on voit que la température joue un rôle important dans l'évaporation. Ça c'est tout à fait normal. Plus la température est élevée, plus l'évaporation de l'eau va être importante. Donc la question qu'on va se poser en deuxième lieu, qu'est-ce qui se passerait si l'on tente de rajouter de la vapeur d'eau dans l'enceinte? Dans ce cas, on va assister à la formation de la condensation sur les parois de l'enceinte parce qu'on est arrivé à la saturation. Si on tente d'ajouter encore de la vapeur d'eau dans l'air,
il y aura de la condensation et des gouttelettes d'eau vont se déposer sur les parois de l'enceinte. C'est ce qui arrive quand vous prenez par exemple votre bain dans la salle de bain, elle est fermée, donc la vapeur d'eau chaude va s'évaporer dans la salle de bain. À un certain moment, vous allez voir que sur le miroir et sur les murs de la salle de bain, il y a de l'eau qui va se déposer. C'est ce qu'on appelle la condensation parce qu'on est arrivé à la saturation. Et si on rajoute, c'est de la condensation. Quelle conclusion peut-on tirer de cette observation? Donc la réponse, c'est que l'air ne peut contenir qu'une quantité bien déterminée de la vapeur d'eau qui exerce une pression de vapeur déterminée. C'est ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante pour une température bien donnée. Donc vous voyez ici justement la saturation en vapeur d'eau, la concentration de la saturation en fonction du temps. Et donc on est en maximum, c'est-à-dire pour chaque température, on a un contenu en molécules d'eau, mol par mètre cube, bien déterminé. Plus la température augmente, plus le nombre de moles, bien sûr, va augmenter. Alors, si on se retrouve dans une pression de vapeur dans l'air ambiant qui n'est pas à sa saturation, on peut faire la différence entre justement le PA, qui est donc la pression de vapeur dans l'air ambiant, et le PS, qui est donc la pression de saturation. La différence entre les deux va nous donner le déficit de pression de vapeur, ce qu'on appelle le DPV, c'est-à-dire la sécheresse en fait de l'air, tout simplement. C'est-à-dire que la quantité qui manque pour avoir la saturation de l'air, pour avoir le 100% de vapeur d'eau dans l'air. Donc, c'est ce qu'on appelle la différence entre les deux, nous indique le déficit de pression de vapeur. Donc, bien sûr, il faut savoir que plus ce déficit de pression de vapeur est élevé, plus on est dans une sécheresse atmosphérique et donc les plantes, elles vont souffrir. Plus le déficit de pression de vapeur est faible, plus il y a moins de demande évaporative et les plantes ne vont pas trop transpirer et donc ils ne vont pas se vider de leur eau. C'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, le potentiel, pour comprendre tout ça, il faut donc évoquer cette notion de potentiel hydrique de l'atmosphère et le stress hydrique de l'air, c'est ce qu'on vient d'évoquer à l'instant, le DPV, le déficit de pression de vapeur. Donc, de même que l'on peut déterminer le potentiel hydrique du sol comme on avait fait auparavant, qui exprime les forces d'attraction exercées par le sol sur l'eau, on peut également calculer le potentiel hydrique de l'air, exprimé aussi en barres pour une température bien déterminée. Donc, le potentiel hydrique de l'air, je crois que je vous ai déjà donné cette formule. C'est le logarithme népérien de l'humidité relative de l'air fois le R qui est la constance des gaz parfaits fois la température en degrés Kelvin sur le M qui est donc la masse molaire de l'eau, la masse molaire de l'eau qui est donc une constante donnée par cette valeur, c'est-à-dire le contenu en molécules d'eau dans un kilogramme d'eau ou dans un litre d'eau. C'est 10 puissance moins 3 moles par kilo. Donc, qui est une constante, comme je disais. Donc, qu'est-ce qui varie dans cette formule? C'est l'humidité relative et la température. R, c'est une constante et le M, c'est une constante. Donc, à 20 degrés, par exemple, si on a une température constante, le potentiel de l'air sera égal à 1355 logarithme de l'humidité relative. Donc, c'est l'humidité relative qui va donc changer pour une température bien déterminée. Donc, selon l'équation, les valeurs de la température et l'humidité de l'air ont un effet capital sur la valeur du potentiel hydrique de l'air. Le potentiel hydrique de l'atmosphère saturée en vapeur d'eau est naturellement égal à 0, c'est-à-dire quand on va avoir 100% d'humidité relative, bien sûr c'est le logarithme népérien, donc ça va nous donner une valeur qui est égale à 0.
c'est la valeur maximale. Donc, souvent, il faut le prévoir, le potentiel hydrique de l'air a des valeurs toujours très très faibles. On en avait parlé quand on a parlé justement de la transpiration et justement de la théorie de la tension-cohésion. Rappelez-vous de ce que j'avais expliqué. Le potentiel hydrique de l'atmosphère, donc vous voyez pour une humidité relative de 100%, comme on vient de dire, le potentiel hydrique égale à 0, mais vous voyez quand ça va diminuer juste très très peu de 99,6, on a déjà une valeur assez faible du potentiel hydrique de l'ordre de moins 5,4, en faisant bien sûr le calcul selon la formule que je vous ai donnée sur la diapo précédente. 99, vous voyez, ça diminue encore à moins 13,6, 95 c'est moins 69, et donc quand on est à 50% d'humidité relative, vous voyez la valeur du potentiel hydrique en barre, on est en barre en fait, c'est moins 940, 941, ça veut dire bar, ça veut dire moins 94,1 mégapascal, ce qui est vraiment énorme. C'est ça ce qui va créer justement cette différence ou ce gradient de potentiel hydrique entre l'air ou le milieu extrafoliaire et le milieu intrafoliaire. Parce que le milieu intrafoliaire, il est toujours très saturé en air, donc il y a un gradient très marqué entre l'extérieur et l'intérieur de la feuille, ce qui va engendrer justement cette tension très importante et qui va être le moteur du départ justement de la circulation de l'eau au sein de la plante par cette transpiration. Donc ce tableau illustre les variations du potentiel hydrique de l'air à 20 degrés pour différentes humidités relatives. Les écarts de potentiel les plus importants se situent à l'interface, comme je viens de dire, feuille-atmosphère. Le potentiel hydrique de l'atmosphère est très négatif, de sorte que les parties aériennes des végétaux terrestres perdent en permanence de l'eau sous forme de vapeur d'eau. C'est ce qu'on appelle la transpiration. Donc vous voyez ici l'évolution du potentiel hydrique au cours d'une journée, de minuit jusqu'à minuit. Et donc vous voyez les heures les plus chaudes de la journée, ça veut dire vers midi à 14 heures, on a les valeurs les plus faibles du potentiel hydrique parce que la transpiration, elle est à son maximum et donc le potentiel hydrique va baisser. Ici, les variations de l'humidité relative et du DPV, donc le déficit de pression de vapeur qu'on a défini tout à l'heure, c'est-à-dire la sécheresse au niveau de l'air. Donc, ils vont dans le sens inverse. Quand l'humidité relative elle est à 100 minimum, bien sûr, le déficit de pression de vapeur, il est à 100 maximum, ce qui est tout à fait logique. Par contre, le potentiel de l'humidité relative suit exactement le potentiel hydrique. Quand l'humidité relative est faible, le potentiel hydrique est faible, ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a justement, s'il y a peu d'eau dans l'air, le potentiel hydrique va être plus faible. Et le déficit de pression de vapeur sera à son maximum. Donc, le potentiel hydrique est directement lié aux variables microclimatiques. Donc, il est inversement proportionnel au déficit de pression de vapeur, comme on vient de le montrer à l'instant. Donc, les facteurs qui vont influencer la transpiration. Alors, la transpiration au niveau des plantes représente 90 jusqu'à 98% de l'eau absorbée au niveau des racines, donc est perdue par transpiration. Et c'est le moteur de l'ascension de la sève brute, comme on avait bien expliqué. Il permet aussi le refroidissement de la feuille. Quand il fait très chaud, justement, quand la plante au niveau des feuilles, elle va transpirer, elle va se refroidir, ce qui va avoir une répercussion sur l'état physiologique de la plante. Donc vous voyez ici que la transpiration et l'absorption suivent
exactement la même courbe. Ça veut dire quand la transpiration elle est à son maximum, l'absorption est à son maximum, et quand la transpiration elle est à son minimum, l'absorption aussi. Donc l'eau transpirée est récupérée par une eau qui est absorbée au niveau des racines. Donc pour que la plante soit en équilibre, homéostasique, donc l'absorption doit suivre la transpiration pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre donc pour l'alimentation hydrique de la plante. Donc vous voyez ici le taux de la transpiration et le potentiel hydrique. Au contraire, quand la transpiration est à son maximum, le potentiel hydrique il est à son minimum pendant une journée par exemple, vers midi 16 heures. On a la transpiration à son maximum puisque la demande évaporative elle est très élevée pendant ces heures de la journée et le potentiel hydrique va avoir les valeurs minimales pendant ces heures les plus chaudes de la journée. Donc les facteurs intrinsèques influençant le taux de la transpiration, c'est au niveau de la plante, la surface d'évaporation, donc le nombre de feuilles. Plus il y a plus de feuilles au niveau de la plante, plus la transpiration elle est à son maximum. Elle est très élevée parce que ce qu'on appelle la surface d'évaporation au niveau des plantes. Et puis il y a la constitution des feuilles, l'épaisseur de la cuticule. Donc la cuticule, on en a parlé, elle peut être très mince, modérée ou très épaisse selon les espèces végétales. Par exemple, chez les xérophytes qui vivent dans les milieux arides et désertiques, la, la cuticule elle est très épaisse pour donc remédier à une transpiration au niveau de la feuille et que la transpiration va se faire uniquement au niveau des stomates. La densité des stomates, c'est-à-dire le nombre de stomates, que ce soit sur la face inférieure ou supérieure des feuilles. La taille des stomates aussi, donc elle varie selon les espèces végétales. Et la position des stomates, comme je viens de dire, soit sur la face inférieure, soit sur la face supérieure. Donc les plantes qui vont, on va voir avec les plantes qui s'adaptent à la sécheresse pendant le dernier paragraphe de ce cours, que ces plantes, parfois ils n'ont pas du tout de stomate sur la face supérieure qui est exposée à l'air et au rayonnement solaire, et il n'y en a que sur la face inférieure. Parfois les stomates ils sont abrités à l'intérieur de cryptes, tout ça on va l'expliquer par la suite, vers la fin. Ou alors les stomates ils ont une taille très petite pour ne pas avoir une grande transpiration, pour moduler justement l'ouverture de l'ostiole et que l'eau ne s'échappe pas de la plante via les stomates. En outre, il y a d'autres facteurs de l'environnement qui vont affecter la transpiration. Donc là, on a parlé des facteurs intrinsèques au sein de la plante elle-même, mais les facteurs de l'environnement ont un impact important sur la transpiration des plantes. Alors, parmi ces facteurs, il y a l'humidité relative. On vient de le voir selon la formule du potentiel hydrique de l'air, que l'humidité relative a un impact direct sur le potentiel hydrique de l'air. Et donc, plus l'humidité relative est importante, l'humidité de l'air ambiant est toujours inférieure à l'humidité relative à l'intérieur de la plante, qui est toujours saturée, comme on avait expliqué auparavant. Donc il y a un gradient très important et très marqué entre l'intérieur et l'extérieur du milieu intrafoliaire et extrafoliaire, ce qui va engendrer une transpiration importante. Et puis il y a le mouvement de l'air. En fait, quand il y a du vent, il y a plus de transpiration. C'est tout à fait normal. Je donne toujours cet exemple du linge qui est suspendu sur une terrasse. S'il y a beaucoup de vent, il va être sec plus rapidement. Donc pareil pour les plantes, s'il y a beaucoup de mouvement
d'air, il y a du vent, la transpiration va être à son maximum. On va faire quelques illustrations par la suite. La température, donc pareil, pour l'humidité relative, elle est en relation directe dans la formule du potentiel hydrique. Plus la température est élevée, plus le taux de transpiration est élevé. La température fournit la chaleur latente pour la vaporisation au niveau justement des feuilles, augmente l'énergie cinétique nécessaire pour une diffusion plus rapide et donc elle va réchauffer l'air. Donc il y aura un gradient de potentiel hydrique important. L'intensité lumineuse a une influence sur la transpiration puisque une forte intensité lumineuse va augmenter l'ouverture des stomates, ce qui va augmenter la transpiration via les stomates. La pression atmosphérique joue un rôle très important aussi parce que plus la pression atmosphérique est élevée, plus la transpiration est à son minimum. Selon cette relation, le E qui est égal à K fois S fois la pression à la saturation moins la pression atmosphérique, la pression ambiante sur la pression atmosphérique. Donc, quand la pression atmosphérique va diminuer, la transpiration ou l'évaporation va augmenter. Par exemple, quand on est en altitude, plus on augmente dans l'altitude, plus la pression diminue et donc l'évaporation va être plus importante. Donc les plantes qui poussent dans les hauteurs en montagne ont une transpiration plus élevée que les plantes qui poussent au niveau de la mer. L'approvisionnement en eau. Très important, bien sûr, la disponibilité en eau, s'il y a une sécheresse, s'il y a un manque d'eau, un déficit hydrique, la plante va fermer ses stomates et donc la transpiration va être minimale parce que c'est une réaction des plantes vis-à-vis d'un stress hydrique pour ne pas transpirer trop puisqu'il n'y a pas de disponibilité d'eau, les plantes vont fermer leurs stomates pour donc emmagasiner ou garder l'eau au niveau de leur tissu. Là, pour voir justement la vitesse du vent sur le taux de transpiration, donc quand on est en air agité, vous voyez la transpiration, il est à son maximum, la transpiration stomatique. Et puis, si on est dans un air calme, il y a ce qu'on appelle en fait la couche limite qui va envelopper les feuilles et donc très peu de transpiration parce qu'il y a une humidité qui va être tout autour des feuilles et donc il n'y aura pas ce gradient de potentiel hydrique. Par contre, quand il y a de l'air agité ou du vent, cette couche limite est donc enlevée tout autour des feuilles et donc l'eau va être transpirée via les stomates. Donc en air agité, la fermeture des stomates est moins efficace dans le contrôle de taux de transpiration. Donc vous voyez ici un schéma pour montrer justement comment l'air où le vent va éliminer la couche limite. Donc ici, une coupe transversale d'une feuille, donc là c'est la nervure. Et puis, donc en air calme, il y a toujours cette couche limite, c'est ce que j'ai évoqué à l'instant. Cette couche limite, c'est de la vapeur d'eau qui est tout autour de la feuille, aussi bien sur la face supérieure que sur la face inférieure de la feuille. Et donc, il y a peu de transpiration parce que il y a autant d'humidité à l'intérieur de la feuille qu'à l'extérieur et donc la transpiration elle est presque arrêtée. Par contre, donc là c'est la couche limite. Par contre, en air agité, quand il y a du vent, voilà, donc cette couche limite elle est enlevée. Donc elle va être mélangée avec l'air. Donc comme vous le voyez ici, quand l'air est agité, la vapeur d'eau est retirée de la surface des feuilles et donc il y a plus de transpiration.
donc un faible potentiel hydrique et donc un gradient du potentiel hydrique entre l'extérieur de la feuille et l'intérieur de la feuille. Le fonctionnement des stomates. La transpiration est le rôle de l'appareil stomatique. Donc, comme je montrais tout à l'heure, deux stomates. Les stomates, donc, constitués par deux cellules de garde, et ce que vous voyez ici, ce sont les cellules subsidiaires qui entourent les cellules stomatiques. Donc, les cellules, les stomates permettent donc l'entrée du CO2 et l'échappement de l'eau via l'ostiole. Une plante peut transpirer plus que son poids en eau chaque jour, donc le débit du xylème peut atteindre jusqu'à 75 cm par minute. Et donc, vous voyez les stomates de Vicia faba la fève, vous voyez les chloroplastes, les cellules épidermiques qui sont tout autour, un stomate ouvert et un stomate légèrement fermé. Donc l'entrée de CO2 et la sortie de la vapeur d'eau, des cellules stomatiques, donc deux cellules de garde, les cellules donc, du mésophile, à partir desquelles il y a donc l'évaporation de l'eau. Donc un stomate ouvert à la lumière et fermé à l'obscurité, de Vicia faba. Le stomate peut mesurer de 5 à 30 micromètres selon justement les espèces végétales. La densité stomatique peut varier de 0 jusqu'à 300 stomates par millimètre carré selon donc, l'espèce, la face supérieure ou inférieure de la feuille. Il y a souvent plus de stomates sur la face inférieure que sur la face supérieure. Les conditions dans lesquelles la plante s'est développée. Donc, ouvert au maximum, il ne représente que 2 à 3% de la surface foliaire et pourtant, une feuille dont les stomates sont ouverts à leur maximum évapore une quantité d'eau équivalente à l'eau perdue à la surface de la même dimension en eau, sous les mêmes conditions bien sûr de vent, de température, d'humidité relative, etc. La transpiration stomatique est en partie contrôlée par la plante qui peut modifier donc le diamètre de l'ostiole, donc modulation de l'ouverture stomatique, qui vont donc permettre de varier les flux gazeux à travers le stomate. Le degré d'ouverture de l'ostiole dépend de l'état de turgescence des cellules de garde et de la différence entre la turgescence des cellules de garde et les cellules épidermiques entourant les cellules de garde, ce qu'on appelle les cellules subsidiaires. Donc, vous voyez ici le stomate de Comulina communis, qui est une plante ornementale, les stomates ouverts à leur maximum avec les cellules subsidiaires tout autour. Ici, l'état de fermeture des stomates. Quand le sol devient plus sec, l'eau devient moins disponible et par conséquent, le potentiel hydrique de la plante va diminuer puisqu'il n'y a plus d'eau dans le sol pour être absorbée au niveau des racines. Dans ce cas, la plante elle va moduler son ouverture stomatique, c'est ce qu'on appelle justement la dépression de midi. Pendant les heures les plus chaudes de la journée, la plante va fermer ses stomates. Donc vous voyez, à 6 heures du matin, les stomates commencent à s'ouvrir et puis vers la fin de la journée, les stomates se ferment pendant la nuit. Donc vous voyez, c'est l'ouverture stomatique pendant un cycle de 24 heures. Donc ce cycle est important parce qu'il y a une modulation d'ouverture stomatique, comme vous voyez, vers les heures les plus chaudes de la journée pour transpirer moins pendant cette période de la journée où la demande évaporative elle est à son maximum. Donc vous voyez à l'aube les stomates commencent à s'ouvrir, vers le milieu de la journée c'est les ouvertures maximales et vers le coucher les stomates se referment. Et donc c'est ce qu'on appelle la dépression de midi, c'est-à-dire que les plantes des zones chaudes
vont fermer leur stomate pour économiser l'eau pendant les heures les plus chaudes de la journée. Donc, c'est une forme d'adaptation à un environnement chaud et sec. Donc, les stomates se ferment la nuit alors que la turgescence est défait à leur maximum, à son maximum, parce que le potassium cesse d'être pompé. Puisque le K+, est donc l'ion qui va entrer à l'intérieur des cellules pour permettre un abaissement du potentiel de soluté, donc un abaissement du potentiel hydrique, et donc l'eau va entrer par osmose du milieu extérieur vers le milieu intérieur. Il y a l'exception des plantes CAM, les plantes à métabolisme acide des crassulacées, qui au contraire vont ouvrir leur stomate pendant la nuit et ils ferment les stomates pendant le jour pour s'adapter aux conditions extrêmes de sécheresse. Donc ces plantes vont vivre pour la plupart dans des zones arides, semi-arides, et donc ce type de métabolisme représente une remarquable adaptation à l'économie de l'eau. La productivité de ces plantes cependant reste très faible, d'où leur extension limitée. Le K+ joue un rôle important dans l'entrée d'eau par osmose dans les cellules de garde, comme je disais tout à l'heure. Donc la présence de K+ permet le flux d'eau entrant ou sortant suivant les gradients de potentiel électrique. Donc vous voyez, quand les K+ vont entrer, l'eau va suivre. Quand les K+ vont sortir, l'eau va suivre dans le même sens. C'est un transport actif, puis donc le potentiel de soluté devient plus négatif et donc l'eau passe du potentiel hydrique supérieur vers le potentiel hydrique inférieur. La pression de turgescence dans les cellules de garde provoque l'ouverture de l'ostiole puisqu'il y aura un développement d'une pression de turgescence positive qui va permettre l'ouverture de l'ostiole et donc l'ouverture du stomate. Donc, vous voyez ici la variation des K+ et des H+. Lors de l'ouverture stomatique, il y a la concentration des K+ à l'intérieur des cellules de garde par rapport aux cellules épidermiques sous-jacentes. Au contraire, les H+ sont excrétés à l'extérieur parce qu'il y a la pompe H+ ATPase qui va excréter les H+ à l'extérieur. Et donc, il y a plus de H+ à l'extérieur dans les cellules épidermiques par rapport aux cellules stomatiques. Au contraire, en état de fermeture stomatique, les choses s'inversent, c'est-à-dire il y a des K+ qui sont à l'extérieur et des H+ à l'intérieur parce que la pompe H+ ATPase a cessé de fonctionner pendant la nuit ou quand les stomates sont fermés, quand il y a une sécheresse par exemple. Donc vous voyez l'état initial, les deux potentiels hydriques au niveau de la cellule stomatique ou la cellule de garde et la cellule subsidiaire sont égales. Quand les K+ vont entrer, le potentiel hydrique à l'intérieur de la cellule va diminuer, la cellule stomatique, alors que le potentiel à l'extérieur va augmenter. Ce gradient de potentiel hydrique va engendrer l'entrée de l'eau et donc l'eau va passer par osmose des cellules subsidiaires épidermiques vers les cellules stomatiques ou les cellules de garde. Donc la lumière entraîne l'ouverture des stomates et donc l'augmentation de la transpiration. L'action de la lumière s'exerce sur le métabolisme des cellules stomatiques et stimule l'activité membranaire donc des pompes H+, K+. Le K+ s'accumule dans les vacuoles et en résulte une entrée d'eau dans les cellules et donc une augmentation de la pression de turgescence. Ceci s'accorde avec le fait que la fusicoxine, qui est une toxine synthétisée par un champignon et qui est connue stimulant les pompes H+ ATPase, permet l'ouverture des stomates. Donc on pouvait faire ça en TP aussi, en ajoutant des concentrations très faibles en fusicoxine, qui est donc issue d'un champignon, permet des ouvertures spectaculaires même à l'obscurité parce que la fusicoxine stimule la pompe H+ ATPase. Donc les H+ vont sortir et les K+ vont entrer, ce qui va provoquer une ouverture des stomates.
Au contraire, l'acide abscisique, qui est l'hormone de stress, quand elle est synthétisée sous l'effet d'un stress, va inhiber les pompes H plus ATPase et donc ça va provoquer une fermeture d'estomac. Ici, donc, une cellule épidermique et une cellule stomatique. Donc, on a une stimulation de la pompe H plus ATPase lorsqu'il y a une ouverture stomatique. Les cellules de garde possèdent aussi des, des chloroplastes et donc ils peuvent faire de la photosynthèse. Donc, fixer le CO2 et donc le produit de la photosynthèse qui est le mallate va être stocké dans la vacuole, ce qui va permettre d'augmenter la concentration en soluté à l'intérieur de la vacuole et K+, aussi, ce qui va donc engendrer un potentiel osmotique faible et donc un potentiel hydrique faible, ce qui va permettre à l'eau d'entrer depuis les cellules épidermiques vers les cellules stomatiques. Et donc, l'eau va entrer par osmose, ce qui va provoquer une pression de turgescence positive et donc gonflement de la cellule de garde et ouverture de l'ostiole. Pour terminer, donc, ce schéma de Nobel qui résume l'état d'ouverture et des fermetures stomatiques et l'ouverture partielle. Donc, quand l'hydrogène, c'est-à-dire les H+, sont à l'extérieur, ça veut dire que les stomates sont ouverts parce que la pompe H+ ATPase a fonctionné, donc excrétion des H+ à l'extérieur, donc ouvert. Le potassium, quand il est à l'intérieur, c'est l'ouverture stomatique. Quand il sort, il provoque la fermeture stomatique. Le Cl-, qui est donc le contre-ion de K+, il va suivre le potassium, le K+ et Cl-. C'est pour ça qu'on parle de potassium, de calcium et du potassium et de Cl-. Quand le Cl- il est à l'intérieur, c'est l'ouverture stomatique. Quand il est à l'extérieur, c'est la fermeture des stomates. Ce qui va provoquer une pression osmotique qui va diminuer quand on est en ouverture stomatique. Par contre, elle va augmenter quand on est en ouverture stomatique et elle va diminuer quand on est en fermeture stomatique parce que la pression osmotique, c'est fait référence à la concentration en soluté à l'intérieur de la cellule. Donc, quand il y aura une augmentation de potassium et de Cl- à l'intérieur de la cellule, ça va engendrer une pression osmotique importante, ce qui va engendrer un potentiel osmotique faible. Donc l'eau, il va être à l'intérieur, qui va suivre donc ce gradient de potentiel hydrique. Quand le potentiel ou la pression osmotique diminue, l'eau va sortir et donc on a l'état de fermeture stomatique. Pour la pression hydrostatique ou la pression de turgescence, elle va augmenter quand on est en ouverture stomatique parce que l'eau va entrer, donc il va entraîner une pression de turgescence positive. Au contraire, en cas de fermeture stomatique, la pression osmotique, la pression de turgescence va diminuer. Donc l'ostiole va s'ouvrir ou va se fermer selon justement cette augmentation ou cette diminution de la pression de turgescence. Voilà, j'ai terminé avec ça.